Beaucoup de gens nous posent des questions pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur parcours spirituel depuis que cette chaîne existe. Ils veulent savoir ce qu'est concrètement l'éveil spirituel, à quel niveau ils se trouvent à un moment donné, quel est le chemin qui leur reste à parcourir. Ils veulent savoir par exemple quelles sont les conséquences réelles de l'évolution spirituelle dans leur vie de tous les jours, comment concilier une vie sociale normale et en même temps évoluer dans sa tête. Bref, ils veulent savoir quel est le vécu concret d'un développement spirituel. Comment ça se passe concrètement dans la vie de tous les jours. Eh bien, sur cette chaîne, on essaye d'expliquer la spiritualité en dévoilant les enseignements spirituels qui sont cachés dans les textes religieux ou mythologiques. Vous trouvez des vidéos de décryptage de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, du Coran, etc. Et la caractéristique principale de ces enseignements, c'est en fait l'unité de l'existence. C'est-à-dire que toutes les choses autour de vous, les arbres, les voitures, vos collègues, même vous, vous-même, ce ne sont que des manifestations d'une seule chose que les anciens appelaient Dieu et que les modernes appellent la conscience ou la vie tout simplement. Donc le message essentiel des spiritualités est l'unicité des choses, ce que les religions appellent le monothéisme. Alors le monothéisme, ça ne veut pas dire qu'il y a un seul Dieu au lieu de 12, mais qu'il y a une seule existence qui se manifeste sous une infinité de formes différentes. Voilà. Et cette quête pour retrouver une certaine unicité se retrouve dans pas mal de disciplines. Par exemple, en sciences physiques, vous avez des gens comme Newton, Faraday ou Einstein qui étaient dans cette tripe d'unicité, c'est-à-dire comment trouver une théorie qui enveloppe et unifie les choses qui nous paraissent séparées à nous. Par exemple, Newton relie le ciel et la terre, il relie les astres avec la gravité. Faraday relie l'électricité et le magnétisme, avec l'électromagnétisme. Einstein, par exemple, relie la masse et l'énergie. Et en fait, ces physiciens-là avaient des penchants spirituels. Einstein, par exemple, voulait comprendre Dieu, c'est dans ses écrits. Faraday, c'était un cul béni, et Newton était carrément dans l'alchimie, dans l'ésotérique. Alors attention, je ne parle pas de la science physique en général, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des physiciens qui avaient des penchants spirituels, qui étaient dans ces tripes-là, avaient pour but d'unifier les choses. C'était un petit peu ça leur théorie. Pareil, dans les sciences humaines, les gens qui ont des profils spirituels pondent des théories qui unifient les choses et donnent une vision intégrale, unifiée du développement des humains. Et dans cette vidéo, on va vous parler d'une théorie d'une psychologue qui est dans cette mouvance-là, qui s'appelle Susan Cook-Greuter. Vous trouverez en bas de cette vidéo un lien vers son travail. C'est un PDF de 90 pages, c'est en anglais, que vous pouvez télécharger pour aller plus loin et pour étudier tout ça vous-même. Alors, pourquoi on a choisi cette psychologue-là? Pour vous parler des étapes du développement de l'ego jusqu'à l'éveil. Sur notre chaîne, vous avez une vidéo qui s'appelle « La spirale dynamique », Spiral Dynamics en anglais, qui explique les phases du développement humain, mais sous un angle plutôt sociologique. La personne à l'origine de ce modèle s'appelle Claire Graves, qui était un académique à New York dans les années 50. Susan Cook-Greuter est issue du même mouvement qui s'appelle le mouvement intégral, sauf que sa théorie explique le développement humain sous l'angle plutôt psychologique que social. D'ailleurs, sa théorie s'appelle EDT, Ego Development Theory. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce travail qui est le pendant de notre vidéo sur la dynamique spirale. Donc, la dynamique spirale, c'est plutôt social, Cook-Greuter, c'est plutôt psychologique. Et pourquoi je vous parle d'elle en particulier? Parce que c'est la première fois que j'ai trouvé dans la littérature un travail qui formalise les étapes du développement de l'ego, surtout quand on s'approche de l'éveil. Et elle met des mots sur des choses que moi-même j'ai vécues et que je n'étais pas capable jusque-là de formaliser et de transmettre. Donc, vous allez voir, ce sont des matériaux vraiment de valeur, quoi. Et d'un autre côté, ça va répondre à vos questions sur c'est comment l'éveil, qu'est-ce qui se passe dans la tête, qu'est-ce qu'on ressent concrètement, etc. Alors, comme je vous disais, quand je vous disais, cette théorie psychologique s'appelle la théorie intégrale. Et pourquoi ça s'appelle intégrale? Ça veut dire quoi d'ailleurs cette appellation intégration? Pourquoi ce mot intégral? Ça veut dire que le mode de pensée d'un être humain n'est pas séparé de son mode de vie. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça intégral.
Hein, tout à l'heure, je vous parlais de certains physiciens qui démontraient que deux choses séparées sont en fait les deux faces de la même pièce, comme par exemple l'énergie et la matière ou l'électricité et le magnétisme. Pareil, ici, on considère que la structure de votre pensée, c'est-à-dire la manière dont vous pensez le monde, eh bien, c'est la même chose que la manière dont vous vivez le monde. Vous voyez, hein, dans la philosophie classique, on appelle ces deux aspects épistémologie et ontologie. La philosophie classique sépare l'épistémologie et l'ontologie. Hein. La philosophie classique sépare la manière de penser le monde et la manière d'être au monde. Eh bien, la théorie intégrale considère que l'épistémologie et l'ontologie sont les deux faces de la même pièce. Ce ne sont pas deux choses séparées. Concrètement, ça veut dire un truc très simple. Ça veut dire que, en gros, un mec insignifiant et stupide va vivre une vie insignifiante et stupide. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, pour augmenter la qualité de notre vie, il faut augmenter la qualité de notre manière de penser les choses, la manière d'interpréter la réalité. Alors attention, je ne parle pas de contenu de notre pensée, mais de la structure de notre pensée. Quelqu'un peut être bac plus 12, mais être complètement con. On voit ça tout le temps d'ailleurs dans la vie sociale. Et ça veut dire qu'il faut séparer les contenus de notre mental et la structure de notre mental. Ce qui nous intéresse ici, c'est la structure de notre mental et non pas ce qu'il y a dedans. Par exemple, un religieux qui a une structure mentale dogmatique, vous ne pouvez pas discuter avec lui, quelles que soient les formes et les contenus de sa pensée. Il peut être musulman, chrétien, juif, bouddhiste, ce que vous voulez. Quelle que soit sa tronche et ses croyances, il a une structure mentale dogmatique qui ne lui permet pas de comprendre ce que vous lui dites. Donc, la théorie intégrale, que je vous ai développée là, étudie la structure mentale humaine pour comprendre l'évolution de l'ego humain, c'est-à-dire l'évolution de ses comportements et de son mode de vie. Et cette théorie intégrale pose pour principe que les modes de pensée humains se sont développés tout au long de l'histoire de l'humanité, tout comme si on parlait de l'enfance à l'âge adulte. Ou, si vous voulez, c'est comme la théorie de l'évolution, mais appliquée à la conscience humaine. Vous avez d'ailleurs un lien Wikipédia en dessous de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur cette théorie intégrale. Alors, c'est quoi ce modèle de développement de l'ego et quelles sont les phases? C'est un modèle qui explique comment on donne un sens au monde, comment chacun perçoit la réalité à sa manière en fonction de son développement mental. Pour vous donner un exemple très concret, par exemple, les gens avec qui vous êtes vraiment amis, avec qui vous vous entendez, vous allez vous rendre compte qu'ils peuvent vous parler des choses extrêmement complexes, mais vous allez les comprendre, vous comprenez tout ce qu'ils disent. Par contre, les gens avec qui vous n'avez pas d'affinité, je sais pas, il y a un truc qui ne va pas, vous ne les sentez pas trop, ce ne sont pas vos amis, ils peuvent vous parler des choses très simples, vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Vous voyez, ça veut dire que vous serez amis avec des gens qui seront au même niveau de développement mental que vous. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est juste pour vous donner un exemple. Ça veut dire qu'on peut raconter des choses complexes à l'intérieur d'une même structure mentale et on se comprend. Alors, d'où vient cette théorie intégrale et comment est né ce mouvement en fait? Ce mouvement pour expliquer le développement psychique humain est né en fait dans les années 50 en contre-réaction par rapport à la psychologie d'avant la guerre qui a insisté surtout sur les pathologies mentales. Donc vous voyez, c'est une contre-réaction pour parler plutôt du développement mental plutôt que des pathologies. Et ce modèle fonctionne comment? En gros, ce modèle propose 4 phases de développement mental. La phase préconventionnelle, la phase conventionnelle, la phase post-conventionnelle, enfin la phase transcendante. Et chaque phase correspond à une certaine manière de voir la réalité. On ne voit pas la réalité de la même manière quand on est au stade conventionnel, par exemple, qu'au stade post-conventionnel. Alors, déjà, d'entrée de jeu, il faut être très clair, c'est un modèle, c'est une idéalisation. Hein, vous voyez, ça ne veut pas dire que c'est valable pour tout le monde, ça ne veut pas dire que tout le monde va se retrouver à un stade particulier, ça veut dire qu'on peut être un peu ci, un peu ça. Vous voyez, c'est un modèle avec ses limites. L'avantage, c'est que ça met des mots sur des choses que certains d'entre vous vivent réellement. Donc c'est ça vraiment le grand avantage. Et c'est une approche plutôt scientifique que des trucs qu'on raconte, je sais pas, sur YouTube ou je sais pas quoi. Vous allez entendre des tas de mecs parler de n'importe quoi. Là, vraiment, il y a une approche scientifique, c'est une psychologue, c'est des études sérieuses. D'ailleurs, téléchargez le PDF, vous allez voir, c'est basé quand même sur plus de 3000 interviews, ce genre de choses.
Donc prenez ça plutôt comme un plan de route. C'est un plan de route pour naviguer, pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, quelles sont les prochaines phases qui vous attendent. Vous voyez, dans la manière de comprendre la réalité. Alors, à l'intérieur de ces 4 grandes phases, vous voyez, il y a 9 niveaux. Ce modèle propose 9 niveaux. Chaque niveau représente un niveau distinct, qualitativement différent, et avec des points de vue de plus en plus complexes, et sur soi-même, et sur la réalité. Plus on monte en niveau, plus la perspective sur le monde et sur la réalité, sur soi-même, s'élargit, la perspective augmente. C'est comme si vous voyez les choses d'abord au rez-de-chaussée, puis ensuite au 9e étage. Vous voyez, c'est ça la signification des niveaux. Donc ça, c'est un type de développement, on va dire, vertical, c'est-à-dire que l'individu change de façon de voir la réalité à chaque étape, mais il y a aussi un autre développement on peut regarder ça comme un développement horizontal, c'est-à-dire que sur un même niveau, on peut se développer, par exemple, sur un même niveau mental, on peut apprendre plein de choses, on peut se perfectionner, on peut devenir de mieux en mieux. Ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle le développement personnel. Le développement personnel, c'est que à un même niveau de développement de l'ego, vous élargissez un petit peu vos compétences et je dirais votre manière d'interagir avec les autres, l'efficacité, etc. Ça, c'est le développement personnel. Ensuite, par contre, la manière de monter comme ça les étages verticalement, c'est ça la spiritualité. Vous voyez, c'est en ça que la spiritualité est différente du développement personnel. Parce que à chaque montée d'étage, on change carrément de personnalité. C'est-à-dire que les choses qui étaient perçues comme vraies avant ne sont plus vraies. C'est-à-dire qu'on change de mode de vie carrément. Donc vous voyez, c'est des changements d'ego. C'est des modifications d'ego. Alors, d'après les études de Suzanne Cook-Grötter, en moyenne, il faut 5 ans pour passer d'un étage à un autre. Voilà, en gros, c'est ce qu'elle définit. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, je n'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il faut quand même quelques temps pour passer d'un niveau à un autre. Voilà, 5 années, ça me paraît un petit peu exagéré, mais bon, en tout cas, c'est de l'ordre de l'année, de quelques années. Ça ne se fait pas en 2 mois, quoi. Voilà. Et d'après elle, qu'est-ce qui fait que l'ego se développe, c'est-à-dire qu'il passe d'un état à un autre? Qu'est-ce qui fait qu'on monte verticalement? Selon elle, soit ça se fait avec des événements majeurs de la vie, des traumatismes, des changements de vie radicaux, enfin quelque chose qui vous tombe dessus, qui est radical et qui est assez gros, quoi. Soit ça se fait avec une tendance innée qui fait que les individus sont poussés, sans le vouloir, sont poussés pour aller vers le haut. Dans d'autres vidéos, on vous a expliqué que ces 2 modes-là, les religions appellent ça des élus. C'est-à-dire des gens qui ont été élus pour évoluer comme ça vers le haut, verticalement. Parce que dans les 2 cas, vous n'avez pas le choix. Soit il vous arrive un truc d'extérieur, un traumatisme, quelque chose qui fait que vous évoluez vers le haut, c'est pas de votre fait. Soit vous êtes programmé pour faire ça, et ça, là non plus, c'est pas de votre fait. Donc, d'entrée de jeu, ce qui est important à savoir, c'est que le développement spirituel, ce n'est absolument pas une affaire de choix. On ne décide pas de se développer spirituellement. Soit on l'a instinctivement, soit il y a des événements dans la vie qui poussent à faire ça. Dans les 2 cas, on est poussé par ça. Et pourquoi dans les 2 cas, on est poussé par ça? Parce qu'à chaque changement d'étage vertical, c'est une souffrance. C'est pas simple. C'est-à-dire qu'il va falloir détruire l'ancien ego et refaire un nouvel ego. Et ça prend des mois, des années, ça prend du temps, c'est chiant, ça déstabilise la vie sociale, ça déstabilise un certain nombre de choses. Et on n'est pas programmé pour se créer des emmerdes. C'est pas marrant de faire ça. Sauf que, dans les 2 cas, on n'a pas le choix. Les gens qui montent, ils montent. Alors, il faut savoir que ce qu'on appelle l'ego est un système de création de sens. C'est ça l'ego. C'est un système qui crée du sens. Et quand notre système actuel de création de sens est perturbé, quand on a des embêtements, on a la pression, on va dire, on a tendance à nier ou à ignorer l'intrusion pour rester en sécurité avec ce que nous savons déjà. Donc, plus la menace perçue est grande, plus nous allons cimenter notre vraie façon actuelle de voir les choses. On va nier, on va rejeter, on ne prête pas attention. Mais si la vie nous pousse trop violemment à résoudre des dilemmes et des problèmes qui nous désorientent, qui nous emmerdent, alors c'est là où on a tendance à monter en niveau mental pour répondre avec une perspective plus large qui permet justement de résoudre le problème. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on change d'étage, on a un nouveau niveau de compréhension et ça permet de résoudre le problème qu'on a devant nous. C'est ce qu'on appelle sortir du cadre, en gros.
C'est pas ça sortir du cadre, mais ça ressemble à ça. Vous voyez, les changements d'étage se font comme ça. D'ailleurs, il y a une citation de Einstein qui est citée dans le papier de Grother. C'est Einstein dit: les problèmes ne peuvent pas être résolus au même niveau qu'il les a créés. Donc, vous voyez, pour changer un problème, pour résoudre un problème, il faut monter en niveau, en niveau mental. Alors, attention, là, on ne dit pas que la souffrance est une condition préalable à la transformation de l'ego. C'est pas ça qu'on dit. Hein. Mais ce qu'on dit, c'est que la souffrance accompagne le passage à un niveau supérieur. Alors, autre chose à savoir, c'est que avec chaque transformation, hein, chaque montée en niveau, on entre dans une nouvelle réalité, c'est-à-dire qui a ses propres règles, ses propres lois, son propre langage. D'ailleurs, vous remarquez qu'à chaque changement de niveau, hein, vous avez peut-être déjà remarqué, on change de langage, on change de manière de s'exprimer. Même des fois, on change de tout ce qui est symbolique autour de nous. On change d'habit. Il y en a qui se font tatouer, par exemple. Je sais pas moi, on change de job, on change on change la réalité qu'il y a autour de nous. Vous voyez, c'est ça chaque transformation. Et c'est pour ça que notre relation avec presque tous les concepts qu'on a en tête, notre relation peut différer le long de ce chemin de développement. Pardon. Ça veut dire que la compréhension d'une personne des concepts comme l'amour, le pouvoir, la liberté, la religion, Dieu, temps, vérité, ce que vous voulez, c'est que la compréhension de la personne change avec son développement mental. Un même concept, par exemple le concept de liberté, ça n'a absolument pas la même signification pour quelqu'un qui est à deux niveaux mentaux différents. Vous voyez, pareil pour le concept de Dieu, par exemple. Regardez, sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'expliquer la religion ou le concept de Dieu à un niveau supérieur que le niveau classique, le Dieu barbu ou la religion telle que c'est expliqué basiquement avec des règles morales ou des rituels ou ce genre de trucs. Vous voyez, on monte en niveau. Pourquoi? Parce que la structure mentale des gens à qui on s'adresse n'est pas la même. Donc vous voyez, cette chaîne, c'est fait pour ça. Alors, cette théorie intégrale que je vais vous exposer est donc, vous voyez, c'est une théorie sur la création de sens. C'est ça. Donc, donner un sens à l'expérience, en fait, il faut savoir que ça, c'est l'un des moteurs fondamentaux de la nature humaine. Ce besoin de sens est irrépressible et il est vraiment permanent. Hein. Ça va des tout premiers débuts de distinction rudimentaire qu'un bébé commence à faire, jusqu'aux explications les plus balèzes, les plus élaborées sur la réalité, sur l'existence humaine, sur la philosophie, enfin ce genre de trucs. Ce que je veux dire, c'est que ici, le terme ego est utilisé comme une fonction d'interpréter sans cesse l'expérience et d'essayer de lui donner un sens cohérent. C'est ça l'ego. Je ne sais pas, si vous préférez par exemple les sciences dures, la technique, tout ça, l'ego, ça ressemble, vous voyez, c'est le processeur central, c'est la carte mère d'un ordinateur. Par contre, si vous avez des penchants plus, je veux dire, sciences humaines, on va dire que l'ego, ça ressemble à un conteur, à quelque chose qui raconte des histoires. Les Anglais disent storyteller. Donc vous voyez, l'ego, c'est une machine à raconter des histoires et à créer un sens par rapport à la réalité qu'on ne connaît pas en fait. Et l'ego maintient sa stabilité et sa cohérence en éliminant de manière sélective les observations qui ne sont pas compatibles avec son état actuel, on va dire son état normal. Vous voyez, ça veut dire que la cohérence d'une personne peut être le charabia d'une autre personne. Ce qui me paraît complètement cohérent peut paraître complètement con pour une autre personne. Vous voyez, c'est pour ça. Donc, donner un sens à l'expérience, c'est l'un des moteurs fondamentaux de la nature humaine, et cette théorie parle de ça. Métaphoriquement parlant, la théorie dont je vais vous parler nous donne un compte-rendu possible de la façon dont les individus naviguent dans leur existence en utilisant des connaissances, leur bon sens, en utilisant des cartes de plus en plus complexes, des algorithmes, leur intuition, etc., etc. Plus vous montez en niveau, plus vous allez utiliser une carte mentale et des algorithmes compliqués. Vous voyez ? Donc, pour résumer, le développement de l'ego, le développement humain, peut être considéré comme une progression de différentes manières de donner un sens à la réalité.
Et les êtres humains s'individualisent on va dire, en renégociant d'une manière continue un équilibre entre un sens individuel et un sens collectif. Ce qu'on appelle un ego individuel et un ego collectif. Entre ce qu'on appelle l'autonomie et ce qu'on appelle l'homonymie. Alors, l'autonomie, on sait ce que c'est, mais l'homonymie, c'est quoi? L'homonymie, c'est le désir d'être en harmonie avec une unité qui dépasse le moi individuel. Par exemple, la famille, la nation, une idéologie, bref, quand on veut être en harmonie avec un univers ordonné. C'est ça l'homonymie. Et vous voyez que le développement humain oscille entre l'autonomie et l'homonymie, entre un désir d'ego individuel et un désir d'ego collectif, se fondent dans une masse. Vous voyez? Et ça, c'est visualisé dans le schéma de spirale que vous voyez. Hein, c'est un schéma de spirale. L'individu monte en spirale comme ça, en basculant d'un ego individuel vers un ego collectif et vice-versa. Vous retrouvez le même schéma dans la dynamique spirale, hein, qui parle de la même chose, mais d'un point de vue plus social. C'est ça la spirale dans ce schéma. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur ce schéma? Vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux avec des notations un peu compliquées. 1, 2, 3 sur 4, 4 sur 5. Enfin, bon, bref, il y a 9 niveaux. Les 9 niveaux, je vais vous les montrer par le schéma qui suit. Les 9 niveaux sont répartis dans 4 phases. Je vous ai parlé de 4 phases. Dans ces 4 phases, on répartit les 9 niveaux. Et alors, ils ont des noms, alors que je vais essayer de traduire, mais il n'y a pas de traduction en français de ce travail, mais bon, en gros, les niveaux, c'est impulsif, opportuniste, diplomate, expert, achiever en anglais, qui veut dire autoréalisateur, individualiste, stratégiste, magicien, voilà. Et à la fin, c'est le niveau unitif. L'éveil correspond au dernier niveau, hein, vous voyez, le niveau unitif, ce qu'on appelle unitif. Voilà. L'unicité dont je vous parlais tout à l'heure, ça c'est le niveau de l'éveil. Voilà. Je vais vous parler de tout ça, donc je vais détailler tous ces niveaux-là, je vais aller petit à petit, et ce qui va être extrêmement intéressant pour nous, sur cette chaîne, pour vous qui cherchez des travaux sur la spiritualité, ce sont les derniers stades. Les derniers stades, on va dire la partie post-conventionnelle, hein, tout ce qui est stratégiste, magicien, unitif. Là, ça va mettre des mots sur des choses que vous vivez réellement. Donc, si vous écoutez cette chaîne, si vous êtes passionné par les travaux qu'on fait ici, par ces sujets-là, je ne vais pas parler des travaux d'ici, par les sujets qui sont abordés ici, vous êtes par là. Hein, vous êtes à des hauts niveaux de développement de l'ego. Vous voyez? Donc, ça va se faire plutôt plus tard dans la vidéo, mais pour comprendre déjà tout ça, il faut commencer par les bases. Alors ça peut être un peu chiant, mais suivez-moi jusqu'au bout parce que c'est vraiment au bout que vous allez recevoir la récompense pour vraiment comprendre ce qui se passe dans votre tête. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parmi tous ces niveaux-là, vous voyez, il y a plusieurs stades, hein, dans la perspective occidentale conventionnelle, c'est-à-dire que dans la vie dans un pays industriel, par exemple comme ici, l'acquisition d'un état d'esprit scientifique et rationnel, ça, c'est considéré comme le but de la socialisation et de la scolarisation. Hein. Ça définit ce que signifie être considéré comme un adulte pleinement développé, c'est ça. Un adulte pleinement développé, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit rationnel et scientifique. Et ça, sur ce schéma-là, ça correspond au stade autocréateur achiever. Vous voyez, c'est dans cette spirale, c'est carrément dans la phase conventionnelle. Vous voyez, on n'est même pas dans la phase post-conventionnelle. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a plein d'étapes après la phase scientifique et rationnelle. Et ça, c'est profondément déstabilisant, je veux dire, quand on aborde ce sujet-là, parce que les gens croient que être rationnel et scientifique, c'est la fin mot de l'histoire. Il n'y a plus rien après. On arrive au sommet de la réalisation humaine. Et d'après cette théorie, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, sur cette chaîne, on vous explique qu'il y a autre chose au-delà de l'esprit scientifique, il y a encore autre chose. Et c'est un peu ça, la spiritualité, vous voyez. Et les étapes post-conventionnelles. Alors, la partie conventionnelle, hein, c'était la partie scientifique, mais les étapes post-conventionnelles, c'est-à-dire du stade individualiste au stade unitif, hein, du stade 4 sur 5, ce qui est noté, vous voyez, c'est marqué 4 sur 5, au stade unitif 6, on a une tendance générale à assimiler et à intégrer
un sens toujours plus conscient d'unicité avec le monde. Alors ça paraît vraiment un peu New Age, quand on parle de ça comme ça paraît un peu du blabla, des conneries comme ça, mais vous allez voir que ça devient beaucoup plus clair. Hein. Unicité avec le monde, quand je balance ça, ça fait vraiment gourou, ce genre de secte, des conneries comme ça, mais ça a vraiment un sens extrêmement concret. Ouais. Vous allez comprendre ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Mais bon, voilà, dans la société actuelle, les adultes pleinement fonctionnels voient et traitent la réalité comme quelque chose de préexistant et d'extérieur à eux-mêmes. Vous voyez, l'unicité avec le monde, c'est pas comme ça. Mais ça veut dire que dans la société actuelle, on voit le monde comme quelque chose composé d'objets permanents et bien définis, et ces objets-là peuvent être analysés, étudiés, contrôlés. C'est ça l'esprit scientifique. Il y a un sujet, il y a un objet. Le stade autocréateur achiever, vous voyez, c'est le stade final de la phase conventionnelle, l'esprit scientifique. On arrive au sommet de ça, au sommet de la dualité sujet-objet. Il y a un sujet, il y a un objet. Le sujet est pleinement autonome et son boulot, c'est percevoir au maximum les objets, les analyser, les étudier, les contrôler. Vous voyez ? Donc, c'est une vision qui est basée sur une séparation maximale entre le sujet et l'objet, entre celui qui pense et les pensées. Vous voyez, ça incarne l'état d'esprit scientifique traditionnel qui concerne la mesure, la prédiction, le contrôle. Vous voyez, et ça représente également l'objectif d'une grande partie de la socialisation et de la scolarisation, en tout cas en Occident. On suppose quoi ? On suppose que le sujet et l'objet sont distincts et qu'en analysant les parties, on peut comprendre le tout. Alors attention, dans la suite, on va dire qu'il y a des choses au-delà de l'esprit scientifique, mais ce n'est pas pour minimiser l'esprit scientifique, absolument pas. C'est-à-dire que, regardez ce schéma-là, vous voyez, une évolution continue, il faut passer par le stade scientifique et aller au-delà du stade scientifique, et le stade scientifique n'est pas annulé en allant au-dessus, mais le stade scientifique est intégré dans autre chose, enveloppé dans d'autres modes de pensée. Ça ne veut pas dire que quand vous montez en degré, vous éliminez tout ce qu'il y avait avant. Quand vous montez en degré, vous enveloppez, vous intégrez ce qu'il y avait avant de plus en plus. Vous voyez, vous montez... C'est comme, je sais pas, moi, si vous faites des maths, en CM2, vous apprenez des trucs qui vous serviront en terminale. Et la règle de 3 que vous apprenez tout petit, ça vous sert même à la fac. Ça veut dire que ça va être... Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Donc l'esprit scientifique est extrêmement important. La rationalité est extrêmement importante. Sans la rationalité, il n'y a pas de spiritualité. La spiritualité New Age, les trucs qui éliminent la raison et l'aspect scientifique de notre mental, ça c'est pas valable. Ça c'est pas valable parce que la science est un des stades de développement de l'ego, on va dire de la manière de donner de sens au monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas le stade ultime. Voilà. Il y a encore autre chose au-dessus de ça. Il y a encore des choses par-dessus qui intègrent la science. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous montez dans les stades post-conventionnels que vous oubliez l'esprit scientifique. Absolument pas. C'est-à-dire que les vrais spirituels ont aussi des esprits très rationnels. Vous voyez, donc on ne perd pas la rationalité, mais en fait on l'utilise pour autre chose. Voilà. Donc la rationalité, je répète, j'insiste là-dessus, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut l'avoir pour passer au-dessus, mais c'est un passage. Voilà. D'ailleurs, regardez, on a une vidéo sur cette chaîne sur Spinoza. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de trucs. J'ai dû filtrer un maximum parce que, c'est une vidéo qui a été mal comprise. Spinoza, en fait, qu'est-ce qu'il dit Spinoza ? Là, je fais juste une parenthèse pour vous expliquer ça. Spinoza, en gros, dans sa philosophie, il dit qu'il y a 3 modes de pensée. Il y a un premier mode de pensée, c'est l'intuition. Deuxième mode de pensée, c'est la rationalité. Et il y a un troisième mode de pensée que pas mal de gens n'arrivent pas à comprendre. Et en fait, il parle de la spiritualité, de la présence, de l'unicité, ce genre de trucs. Ça, c'est son troisième mode de pensée. Bizarrement, les gens qui étudient Spinoza, qui adorent Spinoza, tout ça, s'arrêtent à la raison et à l'intellect. Et ils oublient son message sur le troisième mode de connaissance. Et quand on leur pose la question, c'est quoi ce troisième mode de connaissance, de quoi il parle, ils sont incapables de vous expliquer ce que c'est. Mais en fait, ce troisième mode de connaissance, c'est un petit peu
Ce que vous voyez dans cette théorie ici qu'on explique, c'est l'étape post-conventionnelle. C'est ce qu'il y a au-delà de la raison. Vous voyez, c'est un peu ça qui est expliqué dans Spinoza et qui est très 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 mal compris. D'ailleurs, c'est mal compris parce que même dans les textes de Spinoza, il y a un quiproquo là-dessus. Voilà, donc je ferme la parenthèse là-dessus et on passe à la suite. Alors, commençons la description du modèle en abordant la première phase qui est la phase préconventionnelle. Et dans la phase préconventionnelle, il y a deux stades, il y a deux étapes, le stade 1 et 2. Le premier stade, c'est le stade qu'on appelle symbiotique. En fait, c'est l'état des petits-enfants, quoi. Ça va de la naissance jusqu'au développement du langage, donc on ne va pas aborder ça ici. Ensuite, il y a le stade qu'on appelle impulsif ou autoprotecteur. Ce stade, ça représente la maturation normale d'un enfant de 2 à 12 ans environ, ainsi que les stades de développement arrêtés chez les adultes, disons ceux qui ont des handicaps mentaux. Les adultes au stade impulsif ne peuvent généralement survivre que sous la protection dans des institutions, quoi. Bon, là non plus, on ne va pas trop aborder ce stade-là. Le stade d'après s'appelle le stade opportuniste. Alors, c'est quoi le stade opportuniste? On y trouve un bon pourcentage d'adultes dans certaines cultures, on va dire, très traditionnelles. Par exemple, dans des villages du tiers-monde, par exemple. Dans les pays développés, on retrouve aussi des individus à ce stade qui sont parqués dans les périphéries pauvres des villes. À ce stade, on a un comportement opportuniste, c'est pour ça qu'on appelle opportuniste, uniquement pour survivre. On est dans la survie pure et dure. Voilà. Et l'autre raison pour laquelle on appelle ce stade-là opportuniste, c'est parce qu'à ce stade, on ne comprend pas encore les liens de cause à effet. On ne comprend pas les règles générales qui régissent une société, qui régissent un groupement ou qui régissent globalement le monde. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, les arguments et la logique ne servent strictement à rien. Et pour cette raison, même les adultes à ce stade de développement ont tendance à utiliser la pensée magique pour donner un sens au monde et à leur place dans le monde. Vous voyez? Et d'ailleurs, dans le monde moderne, dans les sociétés modernes, la plupart des gens à ce stade sont désavantagés et considérés comme non civilisés ou des racailles, si vous voulez. À ce stade-là, il y a deux catégories de gens. Il y a les forts et il y a les faibles. Les forts sont appelés opportunistes, justement, et les faibles sont appelés autoprotecteurs. Mais autoprotecteur, opportuniste, c'est le même stade, c'est la même chose. L'opportuniste, c'est celui qui est conscient de sa force physique ou de son pouvoir et qui va l'utiliser pour intimider les autres pour obtenir ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on appelle ça opportuniste aussi. Les opportunistes se méfient généralement des intentions des autres et ils ont tendance à anticiper le pire. Il est important de comprendre qu'une grande partie de leur agressivité peut provenir d'une profonde incertitude, d'un sentiment de vulnérabilité et d'être confronté à un monde dont ils ne comprennent absolument pas les règles. Mais les opportunistes peuvent être aussi agressifs pour gagner du terrain d'une manière justement opportuniste. Par exemple, c'est pour ça que, je sais pas, en France, il y a eu des épisodes où les pompiers se faisaient agresser dans certaines cités par ce genre de personnes. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un acte de contrôle du territoire. Vous voyez, c'est ça. C'est nous qui faisons la loi ici, vous voyez. Bon. Et les gens qui n'ont pas cette structure mentale ne comprennent pas pourquoi quelqu'un peut agresser un pompier. Vous voyez, c'est complètement stupide. En fait, c'est des actes de domination de territoire. Vous voyez, il s'agit d'instaurer un rapport de force. Pourquoi? Parce que ce type de développement mental, qui est assez rudimentaire, ne comprend que les rapports de force. Pourquoi? Parce que ce sont des gens d'action, ce n'est pas des gens de pensée, de planification et de raisonnement. Et d'autre part, à ce stade, il y a ceux qui sont timides et physiquement moins forts et incapables de se défendre. On appelle ça la forme autoprotectrice du stade opportuniste. Dans de nombreuses cultures, ce sont plus souvent les femmes qui habitent cette catégorie. Vous voyez, en fait, ce sont des gens qui s'efforcent de se protéger et de ne pas devenir la cible de l'agression des autres. Les adultes autoprotecteurs, ils veillent à maintenir leur moi essentiellement fragile en le cachant. Ils cachent leur ego. Et c'est pour ça que l'ego est souvent ressenti ici comme
comme ayant deux faces, deux côtés. Il y a un vrai moi intérieur qui est caché, et il y a un faux moi extérieur ou un faux visage pour se protéger. Ça peut conduire au secret, à la surnoiserie et à la tromperie. Vous voyez? Pourquoi? Parce que si les autres savaient ce que je voulais, ben, ils auraient du pouvoir sur moi. Hein, c'est pour ça que si vous allez dans ce type de société, vous verrez que beaucoup de gens mentent comme ça, sans intention particulière. Voilà, mentir c'est une seconde nature. Ils mentent sur tout et n'importe quoi. Et pour les personnes autoprotectrices et opportunistes, le monde est un endroit hostile. Hein. C'est un endroit en proie au danger. Vous voyez, saisir les opportunités nécessaires pour survivre. Vous voyez, dans leur tête, c'est toujours moi contre les autres. Hein, ça crée une dynamique de très faible confiance et d'hypervigilance. Vous voyez, ce sont des individus qui sont constamment aux aguets comme ça. Et pour se protéger, ils sont également attirés par des choses qu'ils peuvent posséder et montrer. Hein, il faut montrer ce qu'on possède pour démontrer sa position de pouvoir. Vous voyez, c'est pour se protéger. Ça va des tatouages du délinquant à la Porsche Cayenne du dealer. Vous voyez, c'est pour ça. Et quand les opportunistes se font prendre, quand ils enfreignent la loi, ils voient la cause comme extérieure à eux-mêmes. C'est pas de leur faute, mais c'est la faute de la société. Vous voyez, ce sont les autres qui sont à blâmer, jamais soi-même. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours en colère contre les autres. Vous voyez, les personnes autoprotectrices ont une moralité très subjective. Hein. Les actions ne sont mauvaises que si on est pris ou puni. Vous voyez. Donc quand ils sont pris, les gens à ce stade sont très impudiques. Hein. Ils montrent très peu de remords. Vous voyez. Ils ne se sentent pas responsables des problèmes qu'ils causent parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le lien entre l'action et les conséquences. Vous voyez, c'est vraiment un problème de stade de développement de l'ego. Ils ne comprennent pas encore pleinement la causalité. Et les individus de type opportuniste ont tendance à causer beaucoup de frictions. Ils blessent souvent les sentiments partout où ils vont à cause de leur mentalité. Je gagne, tu perds. Je perds, tu gagnes. Vous voyez. Et ça, c'est particulièrement vrai quand ils sont en relation avec les gens au stade plus évolué. Les gens qui sont à des stades plus évolués décrivent les opportunistes comme imprévisibles, comme déraisonnables, manipulateurs, exploiteurs, vous voyez. Mais toutefois, il est possible pour les opportunistes de réussir une carrière. Hein, ça, c'est particulièrement courant dans les contextes où un bon flair pour les opportunités commerciales présente un avantage immédiat, vous voyez, dans la vente des petites marchandises, des petits marchandises, ce genre de trucs. Ou alors dans les contextes un peu plus hard, où le pouvoir est respecté. Hein. Cette forme de relation avec les autres fait souvent partie de la culture des gangs, des hiérarchies carcérales, ce genre de trucs. Et d'une manière générale, en fait, les personnes autoprotectrices ne sont pas bien intégrées dans la société et ne comprennent pas les interactions humaines subtiles qui ne sont pas basées sur des rapports de force. Leurs relations avec les autres ont tendance à être des relations de rapport de force. C'est pour ça qu'ils ont des relations très volatiles. Les amitiés explosent facilement en fonction des rapports de force. Vous voyez. Ici, à ce stade, la pensée est concrète. Elle est basée sur des jugements simples. Les choses sont noires ou blanches. Hein. D'autres sont avec moi ou contre moi. Et les thèmes favoris sont la domination, la prise de contrôle, ou alors des manœuvres trompeuses. Vous voyez. D'un autre côté, les personnes autoprotectrices ont toujours peur que quelqu'un d'autre essaye de les dominer et de les contrôler et de les tromper. Voilà pour ce stade qui correspond à la frange, disons, la plus problématique de la société. Et c'est cette frange d'ailleurs qui refait surface à l'occasion de grands bouleversements sociaux. Par exemple, systématiquement après une révolution, c'est ce type d'individu qui émerge dans les cercles du pouvoir. Vous voyez. Ou alors quand il y a une guerre, une famine ou une grande crise, beaucoup de gens au stade conventionnel supérieur régressent à ce niveau préconventionnel. Pourquoi ? Parce que on rentre dans la survie. Bon, si vous voulez aller plus loin sur ce stade-là, lisez un livre qui s'appelle La psychologie des foules, de quelqu'un qui s'appelle Gustave Le Bon, vous allez mieux comprendre. Voilà pour la phase pré-conventionnelle. Maintenant, je vais vous aborder la partie conventionnelle, la phase conventionnelle. Alors, les stades dans la phase conventionnelle sont appelés diplomate, expert et autoréalisateur, achiever en anglais. Voilà. Vous voyez, donc il y a 3 stades, diplomate, expert, autoréalisateur.
Et il faut savoir qu'environ 80% des adultes sont à ces trois stades. 80% des adultes dans les pays développés. Je parle l'étude de Kugreter concerne les pays développés. Ça a été fait aux États-Unis. Cette phase-là est décrite comme un développement de l'ego élevé dans les sociétés modernes. Ce sont des citoyens capables de délibération, de choix rationnels, fondés sur des critères pertinents. Vous voyez, ce type de mental est une condition nécessaire au fonctionnement d'une démocratie. Vous voyez, la démocratie ne peut pas fonctionner au stade préconventionnel. Les individus qui sont au stade préconventionnel ne sont pas capables de vivre dans une démocratie sans la corrompre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'une évaluation rationnelle de cause à effet. Alors, la première étape de cette phase conventionnelle s'appelle diplomate. C'est l'étape 3, diplomate, ou alors conformiste. Conformiste, diplomate, c'est la même chose. Là, il s'agit d'une étape d'intégration dans un nouveau moule social. Au stade diplomate, qu'on appelle aussi conformiste, les gens donnent un sens nouveau au monde. Vous voyez, le monde prend un sens nouveau, une saveur nouvelle. Les gens ont maintenant développé suffisamment de compétences pour accomplir les tâches quotidiennes de la vie, pour gérer les choses et les situations ordinaires concrètes. Et à ce stade, les gens veulent activement respecter les règles. Ce qui est plus important encore, c'est que les gens qui sont à ce stade considèrent les autres comme des personnes importantes à part entière. Ils veulent être comme ceux de leur environnement qu'ils admirent, par exemple. Ils ont des modèles dans leur groupe. On peut dire qu'à ce stade, on découvre le concept de nous. Et c'est pour ça que les gens constituent un peu des groupes, et les gens à l'intérieur des groupes n'ont pas vraiment une voie séparée. Vous voyez, on se fond dans un groupe. Et on passe de la pensée magique et égocentrique de la phase d'avant à une pensée centrée sur le groupe et la sécurité d'être membre d'un groupe. Vous voyez, ici, l'identité personnelle est définie comme une relation à un groupe. Ça conduit à des frontières un peu confuses entre soi-même et le groupe. Alors le groupe, ça peut être une famille, une équipe sportive, une nation, une idéologie, peu importe, c'est un groupe. Et pourquoi c'est important à ce stade? Parce que faire partie d'une entité plus large, ça permet d'être protégé et de partager un pouvoir. Et le prix à payer de cette inclusion est une demande de loyauté et d'obéissance. Et vous voyez, dans ces groupes-là, dans ces cultures-là, l'ostracisme est une forme de punition très sévère. Être évité signifie une condamnation à mort, carrément. Vous n'existez plus pour nous. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans l'Antiquité, on exilait les gens. C'était comme la peine de mort, vous voyez. Comme je viens de vous dire, les adultes conformistes apprécient l'appartenance à un groupe. Ça donne la sécurité du nombre et un nouveau sentiment de puissance. Le moi est défini par les attentes et les valeurs des autres, auxquels on appartient. En contrepartie, les autres donnent un sentiment de sécurité, de pouvoir. Vous voyez. Alors, les conformistes ou les diplomates ont tendance à accepter les normes sans remise en question. Leur monde cognitif est divisé en deux catégories simples, nous et les autres. Voilà, nous c'est bien, les autres c'est pas bien. C'est eux contre nous. Alors qu'avant, vous voyez, dans la phase d'avant opportuniste, on appelait ça opportuniste, eux, ils avaient une position solitaire du moi contre eux. C'était moi contre les autres. Et ces autres-là, dans cette phase opportuniste, ça pouvait inclure même les membres de sa propre famille. Au stade d'avant, l'individu est totalement seul dans sa tête. C'est pour ça qu'ils sont capables de vendre père et mère pour arriver à leur fin. Vous voyez, c'est pour ça que ce sont des gens quand même très dangereux. Alors que maintenant, au stade conformiste ou diplomate, ce qui est important, c'est le groupe, c'est nous. C'est plus moi qui est important, c'est le nous. Et disposer d'une vérité partagée par le groupe donne aux gens une manière toute faite de donner un sens au monde. Voilà, c'est un peu une espèce de fast-food de sens. Voilà, je prends le sens qu'on me donne, boum, voilà. Et ce sentiment d'avoir une vérité partagée par le groupe donne aussi un sentiment de supériorité sur les autres groupes. Pourquoi? Parce que certains groupes croient que leur vérité est la seule vérité. Ça favorise un sentiment de supériorité. On dit aux membres de ce groupe-là qu'ils sont les élus, qui doivent être sauvés. Vous voyez,
Tous ceux qui n'appartiennent pas sont condamnés, considérés comme des païens ou des barbares. Enfin, quelle que soit l'étiquette qu'on leur donne, ça les rend inférieurs ou non humains. Et c'est pour ça que ce type de mentalité est particulièrement courant dans les groupes religieux fondamentalistes. Vous voyez, ils peuvent juger durement ceux qui n'appartiennent pas au groupe. Et il est très difficile pour quelqu'un dont le sens de soi est basé sur l'appartenance à un tel groupe, de se rendre compte qu'il peut y avoir d'autres personnes de différentes confessions qui croient tout aussi fermement de leur côté qu'ils sont la seule vérité aussi. Voyez. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme caractéristiques? Alors, en général, les personnes à ce stade essaient de maintenir la tradition et d'éviter de faire des vagues. Ils sont accommodants, ils sont même trop gentils, ils sont non conflictuels. Ils n'aiment pas trop être distingués des autres. Parfois, un simple feedback est vécu comme une critique, comme ayant fait quelque chose de mal ou de déplaisant. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas trop critiquer ces gens-là. Alors, les diplomates attendent aussi des conseils qui viennent d'en haut. Ils attendent des conseils de ceux qui les dirigent. Ils ne sont pas encore prêts à prendre position pour s'exprimer. Vous voyez, ils n'ont pas leurs propres opinions à faire valoir. Ils ne peuvent pas non plus prendre d'initiative pour eux-mêmes. Ils peuvent le faire pour le bénéfice de leur groupe quand une autorité leur demande de le faire. Et à ce stade-là, les incertitudes et les sentiments contradictoires ne peuvent pas encore être enregistrés, parce que c'est trop menaçant pour un conformiste d'avoir des incertitudes. Ils ont une vision du monde claire. Voilà. Et à ce stade, les règles commencent à être internalisées et suivies sans remise en question. On suit les règles sans broncher. Et en raison de leurs valeurs fermement ancrées comme ça, incontestées, les conformistes sont susceptibles de se sentir responsables, même dans les situations où ils ne sont pas responsables. Vous voyez, ils ont un très grand sens de responsabilité. D'un autre côté, les sentiments sexuels et agressifs sont niés ou supprimés par peur du rejet et de l'abandon des autres. Et à ce stade, pour être aimé, il faut avoir une personnalité sociale attrayante, il est important d'être gentil, agréable, il faut être arrangeant. Et les gens sont jugés par la façon dont ils parlent, par leur bonne manière, vous voyez, s'ils sont assez doux comme ça, vous voyez. Et il y a un grand soin qui est apporté à la propreté, à l'apparence extérieure, à la propreté de son domicile, de son bureau, de sa voiture, vous voyez. Et en tout cas, le conformisme aveugle, le fondamentalisme et les préjugés peuvent être des expressions de cet état d'esprit conventionnel précoce. Vous voyez, ça c'est un petit peu le mauvais côté. Voilà, pour résumer, le conformiste ou le diplomate n'a pas encore de moi au sens d'une identité adulte distincte. Au lieu de ça, la personne se définit par les autres. Les limites entre moi et les autres sont floues, les limites ne sont pas encore différenciées. Et de la même manière, les relations ont souvent une qualité dépendante. Ce sont des gens un peu collants, quoi. Vous voyez, par exemple, quand ils tombent amoureux, ils disent pas « je t'aime », ils disent « j'ai besoin de toi ». Voilà, il y a encore à dire sur ce stade-là, mais je vais m'arrêter là parce que ça va durer trop longtemps et de toute façon, c'est pas très intéressant. Parce que ça va être de plus en plus, plus on avance en maturation comme ça, plus ça va devenir intéressant. Voilà, maintenant je vous propose d'attaquer le stade d'après qui s'appelle le stade expert. Le stade expert. Là, on attaque une étape de différenciation par rapport aux autres. C'est un tournant, alors que le stade d'avant, l'individu était dans un groupe. Là, il va se différencier, il va devenir plus individualiste. L'étape d'expert, on appelle ça aussi l'étape de la conscience de soi, cette étape d'expert caractérise les personnes qui sont maintenant capables de prendre du recul. Ils sont capables de se regarder comme des objets à distance pour la première fois. C'est la première fois que ça leur arrive. Ça leur permet de commencer à réfléchir à leur propre comportement et à celui des autres. Mais ça reste assez rudimentaire, mais ils commencent à avoir du recul. Mais bon, quand même, il faut savoir que la plus grande partie de l'énergie d'un expert est tournée vers le monde extérieur. Il ne regarde pas trop son intériorité. Alors, cette étape a une sensation vécue nettement différente des étapes précédentes pour la personne.
dans le sens où les individus commencent à avoir accès à une certaine compréhension de soi. Vous voyez, ils veulent maintenant être différents des autres. Ils veulent être reconnus comme spéciaux, comme des experts. Souvent, ils travaillent dur pour se différencier de leur contexte familial et affirmer, exprimer leur personnalité qu'ils ont nouvellement découverte. Voyez. Les experts s'assurent également qu'ils sont perçus comme différents par rapport à leurs parents, leurs frères et leurs sœurs, et d'autres personnes faisant des choses pareilles qu'eux. Ils se sentent bien quand ils sont remarqués et quand ils obtiennent le respect par rapport à ce qu'ils savent faire. Et cette nouvelle perspective permet des opérations avec des concepts abstraits. Ils sont capables maintenant d'abstraction. Il faut savoir que depuis les mouvements sociaux de 1968 en Occident, trouver sa propre voie et devenir sa propre identité en tant qu'adulte est le mouvement le plus largement soutenu et récompensé, encore maintenant, dans l'Occident moderne. Et on met l'accent sur le libre arbitre et sur l'individualisme. Et là, on commence à avoir des gens qui expriment leur propre personnalité plus souvent que les autres. Ils ont maintenant aussi tendance à affirmer leurs propres besoins, leurs désirs, alors qu'au stade d'avant, on supprimait les besoins et les désirs pour être acceptés. Et le sens de soi qui était avant enchevêtré dans le nous, c'est-à-dire dans le groupe, est maintenant vécu comme une contrainte, comme une fausse identité. C'est pas ça, je suis séparé du groupe. Et avec cette tendance à la séparation et à l'individuation, les experts laissent souvent derrière eux les croyances, les valeurs de leur famille d'origine, et ils s'éloignent un petit peu de leur groupe. Et par contre, ils vivent cet éloignement par rapport au groupe comme déroutant, comme blessant, pire encore comme une trahison de leurs valeurs les plus importantes. Voyez, on voit ça par exemple chez les enfants des immigrés, de la deuxième génération des immigrés par exemple dans n'importe quel pays. Ça donne ce genre de traumatisme, à la fois pour les familles et à la fois pour les enfants qui se détachent un petit peu de leur famille. Voyez. Alors, à ce stade, on commence aussi un tout petit peu l'introspection. Les individus au stade d'experts sont maintenant intéressés à découvrir les types de comportements qui les aident à réussir en société. Donc voilà, en gros, ils s'intéressent tout petit peu au développement personnel, ce genre de trucs. Les experts doivent apprendre à parler de leur propre voix, ils doivent apprendre à affirmer leur position, ils doivent apprendre à analyser de manière critique les choses, alors que les gens du stade d'avant, les diplomates du stade d'avant, expriment simplement les opinions de ceux qu'ils respectent. C'est plus le cas maintenant. Les experts apprennent à remarquer leurs propres sentiments et leurs propres pensées qui étaient réprimées avant. Voyez. Les experts sont assez sensibles, c'est-à-dire ils sont assez conscients d'eux-mêmes quand il s'agit de critiques ou de commentaires négatifs. Ça les heurte vraiment, quoi. La critique est vécue comme une réprimande, parce que les experts sont identifiés à ce qu'ils font le mieux et à ce qu'ils croient être. C'est ça leur problème. Et ils affichent souvent des tendances perfectionnistes dans leurs efforts pour se surpasser et être au sommet de ce qu'ils savent faire. Pour eux, assez bien, c'est pas suffisant. Et pour eux, il faut être très très bien. Donc, alors qu'ils se sentent eux-mêmes blessés et menacés par la critique, eux-mêmes, ils ne s'emmerdent pas pour critiquer constamment les autres. À quoi on reconnaît un expert? C'est quelqu'un qui n'arrête pas de critiquer les autres. Ils sont comme ça. Et ce sont les défauts et les insuffisances des autres qui rendent la vie difficile aux yeux de l'expert. Vous voyez, c'est pas lui, c'est les autres. Et ils ont en fait deux moyens d'établir un sentiment de supériorité et de pouvoir sur les autres. Le premier, c'est d'avoir une expertise et des connaissances dans un domaine d'intérêt particulier, par exemple, je sais pas moi, les ingénieurs, les médecins spécialistes, les juristes, etc. Et le deuxième, c'est de blâmer et de dénoncer les autres constamment. Là-dessus, les experts sont vraiment casse-couilles, c'est des reproches ambulants. Voilà, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Alors, les experts ont tendance à se concentrer sur le fait de faire les choses correctement plutôt que de faire les choses importantes. C'est-à-dire qu'ils passent leur vie à régler des détails dont tout le monde s'en fout, parce qu'ils font juste ce qu'ils savent faire. Voilà. Leur propre façon de faire est considérée comme la seule bonne manière. C'est pour ça que quand tu commences à rentrer dans le détail, on ne peut plus les en sortir. Par exemple, dans une entreprise, ils sont identifiés comme les sachants sur les produits et les procédures les plus récents et les plus avancés dans leur domaine d'expertise.
Et l'accent qu'ils mettent sur les détails est l'une des raisons pour lesquelles les experts sont de très très mauvais managers. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas voir la situation dans son ensemble. Ils sont incapables de voir les objectifs de leur organisation et ne peuvent pas établir de priorités en conséquence de ces objectifs-là. Ils sont incapables d'établir des priorités. Ça, c'est vraiment le truc qui leur manque. Alors, bien que les experts peuvent rejeter leur famille d'origine et leurs croyances d'enfance, tout ça, ils ont toujours besoin d'un groupe de référence qui les accepte et les respecte. Hein, ils veulent être acceptés par les autres en raison de leurs différences et de leurs particularités, hein, non plus en raison d'appartenir à tel groupe. Voyez. L'expertise et les connaissances sont justement des moyens de se distinguer pour eux. Voyez. Alors, ils se mettent dans les groupes professionnels avec leurs pairs pour un petit peu assouvir ce besoin d'approbation qu'ils ont. L'autre manière d'être accepté, ce sont quoi? Ce sont les diplômes, les articles de référence, les blogs, être actif dans les forums, vous voyez, ce genre de trucs. Donc vous voyez, ils passent leur vie à se sentir un peu spécial. Le problème, c'est que se sentir spécial peut facilement conduire à se sentir supérieur. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument se démarquer de la foule. C'est pour ça que les experts se tiennent toujours à la périphérie de leur groupe et menacent tout le temps de partir sans jamais partir. Vous voyez ça beaucoup dans les entreprises ou dans les associations. Les experts font la star en menaçant de démissionner tout le temps, mais 30 ans après, ils sont toujours là. Vous voyez, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, les experts ont souvent aussi le sentiment d'avoir tout compris. Hein, ils connaissent toutes les réponses, ils savent quoi croire, ils se sentent justes et ils ont tendance à blâmer les autres et à leur donner tort. Vous voyez beaucoup ça chez les très hauts spécialistes. Hein. Ils savent tout, vous expliquent tout, alors que quand vous creusez un peu, très souvent ils sont vraiment incultes. Hein. Les experts ont aussi des normes morales élevées. Ils ont un sens aigu du devoir. Ça, c'est le côté positif. C'est-à-dire que les experts peuvent se sentir déçus d'eux-mêmes s'ils n'accomplissent pas leur devoir. Mais bon, d'habitude, ils trouvent des excuses pour expliquer pourquoi ils n'ont pas réussi. Et au travail, il est souvent difficile pour les autres de travailler avec des experts. C'est dur de bosser avec eux parce qu'ils veulent être des contributeurs uniques. Et ils ont du mal à collaborer, à être dans une équipe. Non seulement ils sont critiques pour les autres et sur d'eux-mêmes, mais en plus ils ont tendance à se disputer. Ils ont tendance à être blessés facilement quand ils sentent qu'ils ne sont pas suffisamment respectés par les autres. En général, ces gens-là ne retiennent pas leurs opinions, car en fait, ils ne se rendent pas compte que leur point de vue n'est que l'un de nombreux points de vue possibles. En fait, pourquoi? Parce qu'ils connaissent la vérité, ils connaissent la meilleure approche, ils connaissent toujours la bonne façon de faire. Alors, le côté positif, c'est que les experts sont heureux de perfectionner leur art. Hein. Ils adorent créer des gains de productivité, ils aiment perfectionner le processus, ils aiment perfectionner les étapes pour faire fonctionner les choses plus facilement. Tout ça, ça fait partie de leur don. Et à ce stade, les individus ont souvent un sens de l'humour un peu méchant. Vous voyez, ils aiment bien ridiculiser les autres. Pour eux, ça, c'est comme un sport. Ils aiment aussi se frotter aux autres experts qui défendent des positions différentes. Hein, ils vivent dans un monde où les choses sont sûres et claires pour eux, et ils se sentent tout à fait en droit d'imposer leur point de vue aux autres. Leur côté positif, c'est que les experts sont soucieux de s'acquitter de leurs responsabilités, de devoirs et de bien faire les choses. Ça, c'est très important. Ils sont très habiles à trouver des solutions nouvelles, à trouver des solutions différentes, de meilleures idées, des procédures plus parfaites. Et ils aiment bien trouver une plus grande efficacité de bien faire les choses dans ce qu'il faut. Ce qui fait que les experts sont absolument nécessaires pour gérer les affaires courantes dans une société ou dans une association. Ils peuvent particulièrement bien prospérer dans le monde hautement technologique. Par exemple, en Occident, vous voyez, les experts prospèrent facilement. Mais le problème est que les experts ont tendance à générer plein de solutions sans être en mesure de prioriser les solutions. Pour eux, le processus des décisions est souvent suspendu parce qu'ils ont très peu de capacité de synthèse. Ils ont beaucoup de capacité d'analyse, mais très peu de capacité de synthèse. Voilà, on va finir sur ce stade et on va conclure en parlant d'une anxiété qui touche ces gens-là,
c'est que, ayant récemment découvert leur propre personnalité, les experts craignent beaucoup de perdre ce sentiment de particularité. Hein. Ils craignent d'être réabsorbés dans la masse des autres. Ça, c'est vraiment leur angoisse principale. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de s'ouvrir aux opinions des autres. Parce qu'en s'ouvrant aux opinions des autres, ils risquent de perdre leur certitude actuelle et leur fort sentiment d'être qui est nouveau pour eux. Voilà, on conclut là et on passe maintenant à l'étape d'après, qui est l'ultime étape de la phase conventionnelle. C'est l'étape qu'on appelle achiever en anglais, ou consciencieux, hein, si je traduis ça en français, ou autoréalisateur. Hein, autoréalisateur ou consciencieux. C'est l'étape ultime de la phase conventionnelle. On va vous parler de ça et on va conclure cette vidéo là-dessus. Je parlerai des étapes d'après dans une autre vidéo parce que ça va être très très long. Alors, cette dernière étape qui s'appelle autoréalisateur ou consciencieux est une étape de réintégration de l'individu dans un contexte culturel plus large. On se réintègre dans un contexte basé sur des affinités idéologiques et sur des critères qu'on choisit soi-même. Alors qu'au stade d'avant, par exemple au stade diplomate, on intégrait un groupe comme ça, là on choisit son groupe. Alors que aussi dans le stade juste avant, hein, le stade d'expert, on est un peu seul dans sa tête. Ici, il y a un mouvement de bascule de l'individu qui revient vers le groupe, mais vers son groupe, hein, le groupe qu'il a choisi lui-même. Ça, c'est le stade cible d'une grande partie de la culture occidentale. Hein, nos systèmes éducatifs visent à produire des adultes qui sont dotés de la capacité mentale et de l'autonomie émotionnelle de ce stade-là, consciencieux ou autoréalisateur ou achiever en anglais, c'est-à-dire là on a affaire à des adultes rationnellement compétents et indépendants. Et si vous regardez bien, la démocratie en tant que forme de gouvernement repose sur l'idée d'une citoyenneté et des gens qui ont la capacité de penser de manière indépendante et de faire des choix raisonnés, éclairés, rationnels. Alors, cette nouvelle perspective permet aux individus d'avoir une perception élargie du temps. Hein, ils sont capables de regarder loin en arrière et de regarder loin en avant dans leur vie. Ces personnes-là veulent découvrir qui elles sont et ce qu'elles aimeraient devenir en explorant justement les expériences passées et en se projetant dans le futur. Ils sont capables de se projeter par exemple 5 à 10 ans en arrière et 5 à 10 ans en avant. Et en plus, c'est la première étape où les gens comprennent qu'ils peuvent continuer à grandir dans leur esprit et dans leur cœur à l'âge adulte. Hein. C'est là où vraiment on se rend compte qu'on a une capacité de progression infinie. Les gens à ce stade adorent la connaissance de soi et ils s'efforcent d'augmenter leur connaissance de soi. Ils ont généralement une estime de soi positive qui est basée sur leur capacité et qui est basée sur leur succès. Ils ont acquis une certaine indépendance, ils ont une autonomie qui leur fait sentir qu'ils sont seuls les maîtres à bord. Hein. En tant que capitaine de leur propre vie, ils sont plus aussi vulnérables à l'acceptation ou à l'exclusion par les autres. Ils s'en foutent un peu des opinions des autres. Voilà. En termes cognitifs, les gens ici peuvent maintenant remarquer les contradictions et les incohérences à la fois en eux-mêmes et à la fois dans les systèmes de croyances auxquels ils adhèrent. Hein. Ils peuvent voir que la façon dont un problème est défini est justement le problème. C'est-à-dire que la manière de poser le problème, c'est justement ça le problème. Ils sont capables de voir ça. Ils considèrent que tous les objectifs ne méritent pas d'être poursuivis de la même manière. C'est pour ça qu'ils sont capables de planifier leurs actions, contrairement aux experts du stade d'avant, qui eux vont se noyer dans un verre d'eau. Là, à ce stade-là, on est capable de prioriser. Et dans l'ensemble, les individus autoréalisateurs ou consciencieux, ou achiever en anglais, à ce stade-là, ils planifient leurs actions, ils se préoccupent des priorités et des conséquences, et sont capables de se réorienter vers des nouveaux objectifs. Ils sont capables de se remettre en cause constamment. Alors, ces gens-là sont aussi capables de créer des théories complexes, et ils sont capables de tout apprendre sur des sujets complexes. Mais ils font ça d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire qu'ils peuvent apprendre tout sur une théorie très complexe, sans incarner ces théories dans leur propre vie. Par exemple, ceux qui aiment la philo et qui sont à ce stade cognitif là,
peuvent vous balancer des théories philosophiques super compliquées sur l'amour et être complètement immatures en matière d'amour. Vous voyez, ça c'est la contradiction qu'on voit chez ces gens-là. Et ces individus veulent découvrir ce qui motive les autres et d'explorer leur propre comportement. Alors que les experts du stade d'avant sont fiers d'eux-mêmes, ils sont fiers de leur intelligence dans leur domaine d'expertise et tout ça, les individus maintenant, dans cette phase-là, sont plus conscients de leur parcours et de la façon dont ils en sont arrivés là. Ils sont plus conscients des processus finalement que des choses. Alors, à ce stade, on est capable d'entendre des critiques sans être blessé. Hein. Il y a aussi une plus grande capacité à observer ses propres motivations. Il se demande tout le temps pourquoi est-ce que j'ai fait ça, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Ça, ce sont des questions qui viennent de manière récurrente. Donc, vous voyez, l'analyse des autres et l'auto-analyse, ça devient des réflexes à ce stade. C'est à ce niveau également que les individus deviennent capables de distinguer de manière beaucoup plus subtile les différents aspects des êtres humains. Ils se rendent compte que on peut par exemple délibérément dissimuler et qu'il est important de faire la distinction entre l'apparence d'un être humain et ses sentiments profonds. Hein. Ils savent que les gens ne disent pas forcément ce qu'ils pensent. Alors, ces gens-là sont aussi capables de positiver les situations. Hein. Ils sont capables de trouver des solutions pour régler des problèmes. En revanche, quand la vie ne va pas si bien, quand il y a des résultats décevants, quand ils subissent des échecs, ces gens-là peuvent être très très critiques vis-à-vis d'eux-mêmes. Et ils peuvent carrément même tomber en dépression. Pourquoi ? Parce que ils se sentent responsables de leur propre destin. Ne pas réussir est considéré comme un signe, comme quoi on n'a pas fait de son mieux, c'est-à-dire qu'on a trahi son propre potentiel. Et ce sentiment exagéré d'être responsable peut conduire à des sentiments de culpabilité et de dépression. Même quand ce sont les circonstances externes qui ont contribué à l'échec, ces gens-là se sentent quand même responsables. On voit ça beaucoup chez les entrepreneurs, par exemple. Alors, et pourquoi en fait ils ont ce type de comportement ? Parce que ce qui n'est pas encore visible pour les individus autoréalisateurs à ce stade, c'est une vision plus systémique de la réalité. Ils ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont dépendants d'un système, que ce n'est pas eux qui décident de tout. Et au lieu de ça, en fait, vous voyez, ils sont coupables d'avoir fait les mauvais choix, ils regrettent d'avoir raté des occasions. Hein. L'autocritique peut être très très sévère, hein, voire névrotique, parce que leurs plans et leurs intentions sont très déterminés, très ciblés, et ils ne sont pas capables de comprendre encore qu'ils sont dans un système qui les dépasse. Et de la même manière, ces gens-là peuvent également avoir des attentes très élevées vis-à-vis des autres. Ils ne peuvent pas encore vraiment comprendre qu'il y a des gens avec des perspectives plus limitées, avec moins de capacités qu'eux. Ils ne comprennent pas, par exemple, qu'un opportuniste cherche juste à exploiter le système dans lequel il est, quoi. Non pas par méchanceté, mais parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Il n'a pas d'autres capacités cognitives. Ils ne voient pas non plus que les diplomates, par exemple, les individus au stade diplomate, ne prennent pas d'initiative et qu'ils ne veulent surtout pas se démarquer par une contribution individuelle. Par exemple, quand un autoréalisateur est chef d'entreprise, il ne comprend pas pourquoi les gens se bougent pas le cul, ils sont derrière leur truc à suivre et à rien faire. Oui, ça, ils peuvent pas comprendre, ils sont comme ça, quoi. Et ils ne comprennent pas non plus le stade d'expert. Ils ne comprennent pas que l'expert veut juste perfectionner son expertise, même si ça sert à rien. Donc ils voient les experts en train de faire des trucs qui servent à rien, et les gens qui sont à ce stade-là peuvent pas comprendre ce genre de choses. En fait, comme les gens aux étapes antérieures, là, aux étapes d'avant, les autoréalisateurs croient aussi que si les autres étaient comme eux, le monde serait un meilleur endroit. Voilà. Ils ne peuvent pas encore comprendre que les gens ne sont pas les mêmes. Alors, pour les personnes à ce stade, la rationalité est le summum de la conscience humaine. Ces gens-là s'intéressent à l'analyse des choses. La vérité, par exemple, peut être trouvée si elle est poursuivie avec rationalité. Si ce n'est pas maintenant, ça sera plus tard. Ils pensent qu'on peut s'approcher de la vérité en appliquant la méthode scientifique, en regardant les choses de manière rationnelle, en améliorant et en affinant continuellement ces méthodes d'enquête et des outils de mesure. Vous voyez, c'est ça un petit peu leur métaphysique.
Il croit que les lois de l'univers peuvent être finalement déterminées et prouvées par la science. Alors, autre chose, au travail, la vie d'un autoréalisateur est souvent motivée par le sentiment que le temps est précieux, que le temps est éphémère et qu'il faut utiliser le temps efficacement. Ils sont obsédés par le temps. Hein, le temps, c'est de l'argent. Hein. Contrairement à l'expert qui est plus préoccupé par perfectionner son art, même si ça prend une éternité et que ça ne sert à rien, l'autoréalisateur, lui, il est capable de prioriser les tâches et de gérer son temps. Autre chose, au niveau psychique, les défenses psychiques principales à ce stade sont l'intellectualisation et la rationalisation. On rationalise tout. Toujours au niveau psychique, les personnes qui sont à ce stade souffrent souvent de dépression sous forme de culpabilité pour ne pas avoir atteint leurs objectifs et idéaux. Ça, on en a parlé avant. Ils ont une angoisse profonde de perte de contrôle et d'autonomie. Ils sont obsédés par leur liberté. Ils craignent énormément l'état d'esprit conformiste, hein, avec sa dépendance et sa soumission. Vous voyez, ils détestent l'obéissance aveugle et le fait de gober des idées toutes faites. Ils n'aiment pas du tout ça. Voilà, donc on a un peu fini l'état d'esprit conventionnel avec ce dernier stade qui s'appelait le stade autoréalisateur. En résumé, hein, si je résume très rapidement, dans cette phase conventionnelle, la principale limitation de cette mentalité conventionnelle, c'est l'acceptation du monde extérieur comme réel et l'aveuglement à la nature acquise des croyances qu'on a. C'est-à-dire qu'à la fin de cette phase conventionnelle, on est au sommet de la séparation entre le sujet et l'objet. Ça veut dire que on accepte la métaphysique conventionnelle comme quoi tous les problèmes peuvent être résolus avec la science et la technologie. Si ce n'est pas maintenant, ça sera plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la phase conventionnelle, même si on applique une analyse scientifique complexe, on a du mal à voir les hypothèses qui sont cachées derrière ce système de pensée scientifique. Surtout au dernier stade, hein, autoréalisateur, la connaissance, la mesure, la prédiction sont considérés comme des moyens de contrôler la nature, le moi, la société, le monde, tout. Et cet état d'esprit-là change radicalement avec le passage à la phase suivante qui s'appelle la phase post-conventionnelle. Le passage à la phase d'après, c'est comme un tremblement de terre. Là, on commence à remettre en cause, vous voyez, cette séparation entre le sujet et l'objet. Et c'est un passage très difficile à gérer pour la plupart des gens parce que ça change radicalement notre vision du monde et de nous-mêmes. Voilà. Donc, je vais vous parler de la prochaine phase post-conventionnelle jusqu'au stade ultime qui est le stade d'éveil. Hein. Je vais vous parler de tout ça dans une prochaine vidéo parce que ça va prendre beaucoup de temps et en gros, ça va être la partie la plus intéressante de ce travail-là. Ça sera la prochaine vidéo. Là, c'était vraiment les fondations, les bases pour comprendre un petit peu les différentes phases du développement humain. La prochaine vidéo, là, je vais vous parler vraiment des phases qu'on peut appeler spirituelles. Hein. Ceux qui s'intéressent aux travaux qu'on fait sur cette chaîne vont être très, très intéressés par la prochaine vidéo qui va dérouler un petit peu tout ça d'une manière très formalisée avec des mots très, très clairs sur ce qui se passe dans la tête d'un individu qui commence à aller vers les stades d'éveil. Voilà. Donc, soyez sages d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo.